Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Biba4IT. Aujourd'hui, on va parler d'un concept super important en réseau. C'est le concept d'encapsulation et la décapsulation des données. Si tu as déjà entendu parler de couches dans le modèle TCP/IP, mais que tu as du mal à visualiser ce qui se passe concrètement quand tu ouvres un site web, cette vidéo va dévoiler tout ce qui se passe derrière les coulisses. Donc c'est parti. Imagine que tu veux envoyer un colis par la poste, donc tu écris ta lettre, tu la mets dans une enveloppe, puis dans un carton, et enfin tu colles l'étiquette avec l'adresse. Envoyer des données sur un réseau, c'est exactement la même chose. Les communications à travers les réseaux sont gérées par les modèles en couche OSI et TCP/IP. Pour mieux comprendre ces deux modèles, vous pouvez revenir sur la vidéo dédiée à ces deux modèles sur notre chaîne. Le modèle TCP/IP est composé de 4 couches principales, la couche application, là où les données sont générées comme une requête web, la couche transport qui segmente et organise les échanges entre applications, la couche réseau qui s'occupe de l'acheminement de données entre les machines, et la couche accès réseau qui gère la transmission physique sur le câble ou Wi-Fi. Ces couches travaillent ensemble pour transformer un simple message en un colis structuré prêt à voyager sur le réseau. Donc, lors de l'envoi des données sur le réseau, on va les emballer couche après couche de TCP/IP jusqu'à ce que le colis numérique soit prêt à partir sur le réseau. Voici comment une donnée descend à travers les couches du modèle TCP/IP. Les données sont générées sous leur forme brute au niveau de la couche application de TCP/IP, c'est-à-dire les couches application, présentation et session combinée de l'OSI. Ces données brutes de la couche application descendent ensuite à la couche transport. La couche transport découpe ces données en plusieurs petits morceaux. Et à chaque morceau de données, le protocole de la couche transport ajoute un en-tête qui contient des informations qui indiquent l'application expéditrice et l'application réceptrice de données, ainsi que d'autres informations du protocole de la couche transport utilisée. L'ensemble donné plus en-tête de transport forme un datagramme ou segment. Pour permettre le réassemblage correct de données au niveau de la machine de destination, l'en-tête de transport peut contenir l'ordre de segments selon le protocole utilisé. Donc, l'en-tête de transport indique à la machine destination l'ordre et le séquencement de segments. Chaque datagramme ou segment descend vers la couche réseau. Le protocole de la couche réseau ajoute son en-tête qui contient les informations sur la machine expéditrice et la machine destinataire de données et d'autres informations du protocole réseau utilisé qui est le protocole IP. L'ensemble donné, plus en-tête de transport, plus en-tête réseau forme un paquet de données. Chaque paquet est ensuite passé vers la couche liaison de données. La couche liaison de données ajoute de son tour son en-tête qui contient les informations sur les machines expéditrices et destinataires, ainsi que d'autres informations du protocole de la couche liaison de données utilisée. L'ensemble, données plus en-tête de transport plus l'en-tête réseau plus l'en-tête de liaison de données, forme ce qu'on appelle une trame. À ce stade, les trames se représentent sous forme d'une chaîne de bits et sont prêtes à être envoyées à travers le réseau. Et finalement, les trames de données sont envoyées sur le support physique. Donc, elles seront encodées sous forme de signaux électriques, lumineux ou ondes électromagnétiques selon le type de support utilisé. Ce processus d'ajout des en-têtes de la couche application jusqu'à la couche liaison de données est appelé l'encapsulation de données. Tout ce processus s'exécute au niveau de la machine expéditrice avant l'envoi de données sur le réseau. Ce processus est programmé sur tous les systèmes d'exploitation des machines capables de communiquer sur le réseau. Les trames de données voyagent sur le réseau en passant par divers appareils intermédiaires qui les acheminent jusqu'à leur destination. Une fois la trame arrive sur la carte réseau de la machine de destination, c'est l'heure du déballage. La machine ne peut pas interpréter directement les trames qu'elle reçoit. Elle doit déballer les en-têtes ajoutées lors de l'encapsulation, exactement comme on déballe un colis. Donc, les trames reçues par la carte réseau de la machine de destination remontent à la couche liaison de données sous forme de bits. La couche liaison de données traite l'en-tête de la couche liaison de données ajoutée par la machine source. Si les informations contenues dans l'en-tête liaison de données ne correspondent pas à la machine réceptrice, donc elle détruit la trame. Si les informations de la machine réceptrice de données correspondent aux informations incluses dans l'en-tête de liaison de données initialement insérée par la machine expéditrice, donc l'en-tête de liaison de données sera détruite pour restituer le paquet et remonter à la couche réseau. Au niveau de la couche réseau, la machine détruit l'en-tête de la couche réseau initialement insérée par la machine source pour restituer le datagramme ou segment qui est remonté à la couche transport. La couche de transport traite l'en-tête de transport pour déterminer l'application destination des données, puis détruit l'en-tête de transport. Comme nous avons dit, les données sont segmentées au niveau de la couche transport de la machine expéditrice,
Donc elles doivent être réassemblées au niveau de la couche transport à la destination en se basant sur l'ordre indiqué par la machine expéditrice. Donc la machine de destination attend jusqu'à la réception de l'ensemble des segments pour reconstruire les données brutes initialement générées par l'application source, puis les passer à l'application destination. L'application reçoit les données pour les traiter, soit en fournissant une réponse à la machine source, soit en fournissant le résultat à l'utilisateur. Ce processus de suppression des entêtes de la couche liaison de données jusqu'à la couche application est appelé la décapsulation de données. Pour assurer l'acheminement des données à travers le réseau et afin de livrer les données à la bonne machine et à la bonne application, l'acheminement des données repose sur la notion d'adressage sur les différentes couches du modèle TCP/IP. Au niveau de la couche d'accès réseau, les adresses sont physiques, c'est-à-dire les adresses MAC. Elles sont nécessaires pour identifier de manière unique chaque appareil sur un réseau local. Cela garantit que les données parviennent à la bonne machine au niveau du même réseau local. Au niveau de la couche réseau, les adresses IP sont utilisées pour acheminer correctement les paquets à travers de multiples réseaux intermédiaires. Une adresse IP est comparable au numéro de l'immeuble, permettant de localiser et d'acheminer le courrier vers la bonne destination, voire encore le bon appartement, à travers les routes d'une ville complexe. Enfin, dans la couche transport, les adresses sont faites par des numéros de port. Elles servent à identifier les applications ou services spécifiques qui doivent traiter les données. Une machine ou un serveur peut exécuter plusieurs applications ou services. Chaque service utilise un numéro de port spécifique et unique sur la machine. Les données destinées à une application sont destinées au port d'écoute de cette application. Parmi les numéros de port les plus connus, on trouve TCP/80 qui est utilisé par le protocole HTTP. TCP/443 utilisé par la version sécurisée de HTTP qui est HTTPS. TCP/21 utilisé par le protocole FTP. Et le port TCP/22 utilisé par le protocole SSH, etc. Pour bien comprendre ce que c'est l'encapsulation et la décapsulation des données, rien de mieux qu'un exemple concret. Imaginons un client qui se connecte à un serveur web pour charger une page. L'idée, c'est de suivre tout le trajet de la requête depuis le navigateur du client jusqu'au serveur. Puis le retour de la réponse, le tout en passant par les différentes couches du modèle TCP/IP. Et pour ça, on va examiner deux situations. Le client et le serveur sont sur le même réseau local et le cas du client et le serveur sont sur deux réseaux différents. On va commencer simple avec le cas de la communication en local, c'est-à-dire entre l'ordinateur et le serveur web 1 qui sont connectés au même réseau local numéro 1. D'un côté, on a l'ordinateur avec l'adresse IP 192.168.1.10 et une adresse MAC AAAA BE5601223. De l'autre côté, le serveur web 1 hébergeant la page qu'on veut consulter, son IP est 192.168.1.20 et son adresse MAC BBBAF6734556. Notre objectif est que le client veut accéder à une page web hébergée sur ce serveur. Le client lance son navigateur, tape l'adresse HTTP, / suivi de l'adresse IP du serveur web 1 qui est 192.168.1.20 dans la barre d'URL et clique sur Entrée. À ce moment, il n'y a encore rien qui est envoyé sur le réseau. Le navigateur va devoir traduire cette demande en un message structuré, compréhensible par les équipements réseau pour qu'il puisse commencer son voyage jusqu'au serveur. Avant que l'ordinateur mette la requête sur le réseau, elle doit passer par plusieurs étapes internes couche par couche de TCP/IP. Et à chaque couche, le système ajoute des informations spécifiques pour garantir que la requête arrive bien à destination sans se perdre en route. Tout commence au niveau de la couche application. C'est là que le navigateur génère la requête HTTP avec l'adresse de la page qu'on veut consulter. À ce stade, c'est juste un message brut, pas encore prêt pour voyager sur le réseau. Il doit encore être emballé couche par couche. Le protocole HTTP de la couche application utilise le protocole TCP comme protocole de transport. Donc, la requête HTTP descend vers la couche transport. Au niveau de la couche transport, cette requête HTTP sera segmentée en plusieurs segments avec le protocole TCP. Le protocole TCP ajoute son entête à chaque segment pour organiser la communication entre le navigateur et le serveur. L'entête TCP inclut des informations essentielles pour garantir que la requête arrivera à la bonne application au niveau du serveur web. Il inclut le numéro de port source qui est le numéro de port d'écoute de la machine source. Ce port est généré aléatoirement, par exemple 55300.
Il inclut également le numéro de port de destination qui est le numéro d'écoute du serveur web qui est 80 par défaut pour les applications web HTTP. Grâce à ça, le serveur saura quelle application doit recevoir la requête. Une fois les segments prêts, ils continuent leur descente vers la couche suivante, la couche réseau. On arrive maintenant à la couche réseau où le protocole IP entre en action. Son rôle est d'acheminer les données à travers le réseau d'un point A à un point B. À ce niveau, chaque segment TCP reçoit un en-tête IP qui contient deux infos essentielles. L'adresse IP source, ici 192.168.1.10 qui est l'adresse IP de l'ordinateur client. Et l'adresse IP de destination 192.168.1.20 qui est celle du serveur web 1. C'est grâce à cet en-tête que les équipements intermédiaires comme les routeurs déterminent où faire passer le paquet. À ce stade, on parle d'un paquet IP. Et maintenant, ce paquet descend encore d'un étage vers la couche accès réseau. Et enfin, la dernière étape de l'encapsulation au niveau de la couche accès réseau avec l'ajout de l'entête Ethernet. Cette entête permet au switch du réseau local de savoir où envoyer la trame. Il contient l'adresse MAC source, ici AAAA, BE56012 qui est celle de l'ordinateur client. Comme il contient l'adresse MAC de destination, BBBB AF67345 qui est celle du serveur web 1. À ce stade, on a une trame complète. Données plus TCP plus IP plus Ethernet prête à voyager physiquement sur le câble. La carte réseau du client envoie donc cette trame sur le réseau local et les switches se chargent de l'acheminer jusqu'au bon serveur en se basant sur l'adresse MAC de destination dans la trame qui est dans notre cas l'adresse MAC du serveur web 1. Donc le switch 1 examine l'adresse MAC de destination dans la trame et décide vers quel port l'envoyer. Dans notre cas, la trame sera envoyée vers le switch 3. Le switch 3 de son tour examine l'adresse MAC de destination dans la trame pour déterminer le chemin vers le serveur web 1. Donc il envoie la trame vers le switch 4 qui la transmet vers le serveur web 1 en se basant sur l'adresse MAC de destination. Une fois que la requête atteint le serveur web, il va devoir la traiter. Mais avant ça, il doit faire l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va déballer la trame couche par couche. Voici comment ça se passe étape par étape. Le serveur commence par analyser l'entête Ethernet pour vérifier que la trame lui est bien destinée. Il retire ensuite cette entête et remonte le paquet à la couche réseau. À la couche réseau, le serveur traite l'entête IP, identifie les adresses, puis le retire pour transmettre les segments TCP à la couche transport. En couche transport, le serveur lit l'entête TCP pour savoir quelle application doit recevoir les données. Donc il examine le numéro de port destination du segment. Dans notre cas, le port destination est 80, qui est le port d'écoute de l'application web sur le serveur. Après identification de l'application destination, le serveur détruit l'entête du protocole TCP. Il attend de recevoir tous les segments, les réassemble dans le bon ordre et recrée la requête complète. Enfin, le message HTTP est extrait et transmis au logiciel web comme Apache qui va interpréter la demande. À ce moment-là, le serveur comprend quelle page a été demandée et peut commencer à générer une réponse. Le serveur prépare la réponse HTTP qui contient le code HTML de la page demandée. Cette réponse va devoir refaire tout le chemin inverse en repassant par les couches du modèle TCP/IP, mais cette fois en sens retour. Donc la réponse HTTP descend vers la couche transport. À la couche transport, la réponse HTTP est segmentée et chaque segment reçoit un entête TCP. Cette entête contient le port source 80 qui est celui du serveur web et le port de destination 55300 généré par le client pour cette session. Les segments sont ensuite passés à la couche réseau. À la couche réseau, un nouvel entête IP est ajouté. Il indique l'IP source 192.168.1.20 qui est l'IP du serveur et l'IP de destination 192.168.1.10 qui est celle du client. Le paquet IP est ensuite descendu à la couche accès réseau. Enfin, la couche Ethernet ajoute son propre entête avec l'adresse MAC source du serveur BB, AF 67 34 56 et l'adresse MAC de destination du client BE 56 01 23. Là, la trame est prête, elle part sur le câble via la carte réseau du serveur et comme tout à l'heure, les switches du réseau local examinent l'adresse MAC de destination des trames et guident les vers le client jusqu'à ce qu'elle arrive au client web. Une fois que la trame de la réponse du serveur arrive chez le client, il faut maintenant la traiter. La machine va déballer la trame, couche par couche, pour retrouver le contenu final. Le client commence par lire l'entête Ethernet pour vérifier que la trame lui est bien destinée.
Si c'est bon, il la retire et remonte le paquet à la couche réseau. À la couche réseau, il traite l'entête IP, puis le retire à son tour pour passer les segments TCP à la couche transport. En couche transport, l'entête TCP est analysée pour identifier l'application qui doit recevoir la réponse. Ici, le navigateur. Le client attend que tous les segments arrivent, les réassemble dans le bon ordre et reconstruit le message complet. Enfin, la réponse HTTP est extraite et transmise au navigateur web qui peut afficher la page demandée à l'utilisateur. Maintenant, voyons ce qui se passe quand le client et le serveur web ne sont pas sur le même réseau local, mais sur deux réseaux différents. D'un côté, on a le client qui est sur le réseau local 1 avec l'adresse IP 192.168.1.10 et une adresse MAC AAAABE 56.01.23. De l'autre côté, le serveur web 2 hébergeant la page qu'on veut consulter. Ce serveur est sur le réseau local 2. Son IP est 192.168.20.20 et son adresse MAC CC 11.56.01.23. Les deux réseaux locaux 1 et 2 sont interconnectés par des routeurs qui acheminent les données entre ces deux réseaux locaux. Pour sortir à l'extérieur d'un réseau local, on utilise un routeur appelé la passerelle ou gateway. Donc chacun des deux réseaux locaux 1 et 2 dispose de sa passerelle. Le routeur 1 est la passerelle du réseau local 1 et le routeur 5 joue le rôle de la passerelle du réseau local 2. Notre objectif est que le client veut accéder à une page web hébergée sur le serveur web 2. Le client lance son navigateur, tape l'adresse http //192.168.20.20 dans la barre d'URL et clique sur Entrée. À ce moment, il n'y a encore rien qui est envoyé sur le réseau. La requête HTTP doit passer par le processus d'encapsulation dans les différentes couches du modèle TCP/IP, exactement de la même manière comme pour le cas d'une communication sur le même réseau local. Jusqu'à la couche réseau, rien ne change. L'encapsulation se fait de la même manière que la communication au sein du même réseau local, mais avec l'ajout de l'adresse IP du client 192.168.1.10 comme adresse source et l'adresse IP du serveur web 2 192.168.20.20 comme adresse destination des paquets. Mais au niveau de la couche liaison de données, il y a une différence importante. L'adresse MAC de destination n'est plus celle du serveur, mais celle de la passerelle du client qui est le routeur 1, DD 13.87.01.23. Donc, les trames générées sont prêtes à être envoyées sur le réseau. Le client envoie donc ces trames vers les switches du réseau local 1 qui les acheminent jusqu'au routeur 1, qui est la passerelle du réseau local 1, en se basant sur l'adresse MAC destination de la trame. Une fois la trame reçue, le routeur 1 vérifie que la trame lui est bien destinée, puis retire l'entête Ethernet. Ensuite, il examine l'entête IP et en se basant sur l'adresse IP de destination du paquet 192.168.20.20, le routeur 1 détermine le chemin à suivre pour atteindre le serveur web 2. Puis elle envoie le paquet sur le chemin choisi en ajoutant un autre entête de liaison de données selon le protocole utilisé dans le lien. Dans notre cas, on utilise le protocole PPP comme protocole de liaison de données entre le routeur 1 et le routeur 2. Donc le routeur 1 ajoute l'entête du protocole PPP puis envoie la trame vers le routeur 2. Le paquet voyage sur le réseau saut par saut. Et à chaque saut réseau, un nouvel entête de couche liaison est ajouté ou remplacé, que ce soit en Ethernet, PPP, HDLC, selon le type de lien. Ce processus se répète jusqu'à l'arrivée dans le réseau du serveur. Une fois que la trame atteint la passerelle du réseau du serveur, qui est le routeur 5, ce dernier retire l'entête de liaison de données en cours et ajoute un nouvel entête Ethernet contenant son adresse MAC EE 13.87.34.56 comme source et l'adresse MAC du serveur web 2 CC 11.56.01.23 comme destination de la trame. Puis il envoie la trame vers les switches du réseau local 2. Les switches du réseau local 2 acheminent les trames jusqu'au serveur web 2 en se basant sur l'adresse MAC destination de la nouvelle entête Ethernet. Quand la requête arrive au serveur web 2, ce dernier procède à la décapsulation. Il retire couche par couche toutes les entêtes ajoutées pendant l'encapsulation. Il réassemble les segments TCP et enfin le message HTTP est extrait et remonté à l'application web. Le serveur comprend alors quelle page a été demandée et il peut commencer à préparer sa réponse. Le serveur web 2 maintenant génère la réponse HTTP.
Cette réponse contient le code HTML de la page demandée par le client. Et comme pour l'aller, cette réponse doit à son tour suivre tout le processus d'encapsulation au niveau du serveur, couche par couche, avant d'être envoyée sur le réseau. Donc le serveur ajoute les entêtes des protocoles de différentes couches, TCP, IP et Ethernet. L'entête IP contient l'adresse IP du serveur comme IP source et l'adresse du client comme IP destination. L'entête Ethernet contient l'adresse MAC du serveur comme source et l'adresse MAC du routeur 5 comme destination. Ensuite, il envoie les trames sur le réseau. Les switches du réseau local 2 acheminent les trames jusqu'au routeur 5 en se basant sur l'adresse MAC destination des trames. Le routeur 5 retire l'entête Ethernet et analyse l'entête IP pour déterminer le chemin vers l'adresse IP du client 192.168.1.10, puis ajoute une autre entité du protocole PPP utilisé entre le routeur 5 et le routeur 2. La réponse passe par plusieurs sauts et à chaque saut, l'entête de liaison de données est remplacée, jusqu'à l'arrivée au routeur 1 qui est la passerelle du réseau local 1. Le routeur 1 retire l'entête de liaison de données et ajoute un nouvel entête Ethernet qui contient son adresse MAC comme MAC source et l'adresse MAC du client comme MAC destination, puis envoie les trames sur le réseau local 1. Les switches du réseau local acheminent les trames jusqu'au client. Une fois les trames arrivent au client, il retire les entêtes des différents protocoles couche par couche, puis réassemble les segments pour reconstruire la réponse envoyée par le serveur. Après décapsulation et réassemblage, la réponse HTTP est enfin extraite et remise au navigateur web pour l'afficher à l'utilisateur. Et voilà donc, maintenant tu sais comment une simple requête web passe par un processus complet d'encapsulation et de décapsulation pour arriver à sa destination. Si tu as aimé cette explication claire et concrète, n'oublie pas like, commente et bien sûr t'abonner à la chaîne Biba4IT. On se retrouve très bientôt pour d'autres concepts réseau expliqués simplement.